Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 1er août 2017. Alors aujourd'hui, hier soir, les clôtures mensuelles ont eu lieu. On a eu des bonnes clôtures à Wall Street, des clôtures un peu plus négatives sur les indices européens. Le DXY qui marque son cinquième mois consécutif de baisse, l'Eurodoll qui marque son cinquième mois consécutif de hausse. Bref, on va voir tout ça ensemble. Avant toute chose, je vais commencer par saluer la salle de trading. Alors bonjour à vous François Hoffman, j'espère que vous allez très bien. François, alors rebonjour à vous. Le son et l'image chez Hawk, écoutez, c'est parfait, merci à vous. Luc, bonjour, son et image parfait, merci pour cette double confirmation. Ivan, bonjour. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a eu l'indice PMI manufacturier chinois qui est tombé cette nuit de la part de l'institut de Keksan, je ne sais pas si je le dis bien. Mais bon, par rapport à hier, où c'était l'indice PMI manufacturier chinois national qui avait été publié en léger repli, et bien celui-là qui est un peu plus focus sur les petites, les moyennes entreprises et les niches, et bien a publié un indice PMI manufacturier en progression. Voilà, donc ça va un peu en l'encontre de de celui d'hier. Je ne dis pas que c'est opposé, mais ça ne calcule pas non plus les mêmes entreprises. Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cet indice qui est ressorti à 51,1 contre 50,4 le mois précédent, c'est qu'au niveau des petites et des moyennes entreprises, il semblerait que la production manufacturière soit en hausse, alors que l'indice général qu'il calcule globalement, qui est plus focus sur les grosses entreprises, celui-ci a été publié en léger repli. Donc voilà, 11 heures, l'annonce de la journée, PIB de la zone euro. Alors on commence tout de suite par l'avertissement gaz sur risque. Trader avec effet levier comporte un risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes sur votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, j'en profite pour vous annoncer que, en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez dû recevoir un compte de démonstration de la part de IG. Donc, n'hésitez pas à pratiquer sur votre compte de démonstration les stratégies que nous voyons pendant les webinaires tout simplement pour s'exercer. Alors, résumé de la science américaine et asiatique. Globalement, on a toujours du côté des États-Unis des valeurs technologiques qui se replient, moins 0,42%, ce qui entraîne le S&P à clôturer dans le négatif, le Dow Jones qui, comme vous, maintenant, vous le savez tous, on a une pondération beaucoup moins importante de valeurs technologiques, et donc le Dow Jones permet de clôturer dans le vert, soutenu également par le pétrole qui casse 50 dollars. Le DXY sur repli, moins 0,47%. Les obligations américaines, le T-Note à 10 ans qui progresse 0,86. Du côté de l'Asie, on a tout qui progresse, le yen, le gold, le marché des actions. Bref, on n'a pas vraiment comment dire, d'indication pour cette journée des indices parisiens. Donc on va un petit peu voir comme hier ce qui s'est passé. Alors hier, le scénario sur l'euro-dollar, c'est-à-dire de consolidation, eh bien n'a pas été bon hier. Voilà, je tablais pour une consolidation, les 1,18 qui ont été enfoncés. Par contre, sur les indices européens, écoutez, il semblerait que ce scénario a été validé parce que, on avait un scénario neutre et au final, les indices européens ont clôturé dans le territoire en légère progression, plus 0,07 pour le CAC. En gros, c'est neutre, hein. Alors, décision des taux de la Banque d'Australie, taux inchangé, 1,5%. L'évolution du taux de chômage allemand à 9h55, 11h, le PIB de la zone euro sur une année glissante, attendu en progression de 2,1% contre 1,9% le précédent mois. Donc ce qui est une bonne progression de la zone euro, surtout que, il me semble que le FMI tablait pour une croissance de 1,7 en 2017. Donc là, concrètement, les 2,1%, c'est parce qu'on a 12 mois de glissement. Donc on a quelques mois l'année 2016. 2016, c'était une année, où la croissance repartait. 2017, c'est le pic. Donc voilà, concrètement, cette inflation, ce chiffre-là, prend le bénéfice de l'inflation en fin d'année dernière, qui était vraiment bonne en zone euro pour être au-dessus de la moyenne du FMI. Dépenses et consommation des ménages aux États-Unis 14h30, le market l'indice PMI market du Canada à 15h30 et enfin l'indice ISM manufacturier aux États-Unis. Attendu à noter en léger repli.
Et voilà, concrètement, c'est tout ce qu'on aura pour la journée. Alors ça, on l'a déjà vu hier. J'ai pas de nouveau graphique à vous présenter aujourd'hui. Le DXY, j'ai un petit peu actualisé mes niveaux de support résistance. En fait, j'ai pris les prix de clôture ce matin. Donc je me suis mis en ligne. Et vous voyez, j'ai pris le plus bas. Et voilà. J'ai réduit un petit peu la zone de support parce que je me suis dit qu'entre 93 et 91,5, il y avait un petit peu de marge. Donc voilà, pour ceux qui veulent un niveau de support intermédiaire important sur DXY, eh bien moi, ce que je constate, il se situe à donc il est à 92,54. Voilà, donc là on a une petite zone de 0,50 points sur le DXY où eh bien le dollar pourrait rebondir et donc l'eurodoll pourrait retracer. Donc attention, hein, je ne dis pas que l'eurodoll c'est parti pour les 1,20. J'ai écrit un article hier, pour dire hier soir pour détailler un petit peu cette cassure. Donc je vous invite à le regarder. Mais voilà, on a une belle clôture mensuelle, 5 mois consécutifs de hausse, donc clôture journalière au-dessus des 1,18, clôture mensuelle au-dessus des 1,18. Techniquement, c'est un signal haussier. Maintenant, il faut être conscient que le DXY il reste quand même sur un niveau de support. C'est pas parce que les 1,18 ont été enfoncés que il faut payer, il faut mettre un, voilà, faut y aller à 100%. Non, je pense que de toute façon déjà payé l'euro-dollar à 1,18. Enfin, je trouve ça un petit peu en termes d'opportunité, en termes de ratio risque-rendement, j'ai du mal à voir où placer le stop pour avoir un bon ratio risque-rendement. Voilà, maintenant, si le cours revient à 1,15, mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est que le RSI revienne en bas de ce canal. Je l'ai observé hier soir. Donc, vous voyez, on a un canal ascendant dans lequel le RSI évolue. Donc, on a quand même pas mal de points de contact. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la base, 1, 2, 3. Voilà, donc si le RSI concrètement il revient sur le bas du canal, alors là, ça sera une excellente opportunité pour passer à l'achat. Ça, voilà, au-delà du prix, au-delà de dire un 16, un 17, un 18, voilà, le RSI revient sur cette base. Honnêtement, c'est un prix, peu importe le prix, euh, le momentum pourrait rebondir et donc faudra acheter dès que le RSI atteindra la base de ce canal. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'eurodoll. Donc écoutez, il semblerait que l'eurodoll fasse un trade et un pullback sur les 1,1780, ce qui me semble un peu assez évident. C'est quand même un fort niveau de résistance. D'accord, nous ne l'avons pas testé très longtemps, mais voilà, un pullback, ça me semble quand même assez inévitable. C'est un petit peu ce qu'on a sur toutes les cassures. Regardez ici, cassure, pullback. Voilà, cassure. On pourrait avoir un pullback sur les 1,1793, 1,18. Donc DXY, on le regarde ensemble. Vous voyez le DXY qui est sur un niveau de support important, sur une zone que je considère importante où la probabilité de rebond est quand même assez présente. Donc voilà, ne nous emballons pas trop sur la cassure des 1,18. Concrètement, si DXY casse les 92,50, oui, on atteindra les 1,20 dans les prochaines séances, prochaines semaines. Mais euh, mais voilà, tant qu'on reste entre 92,50 et 93 points, voilà, soyez prudents, c'est le seul conseil que je peux vous donner. L'AUD-USD, alors l'AUD-USD, voilà, il consolide, l'AUD qui s'est vu bien légèrement rattrapé par le statu quo de la RBA, comme vous pouvez le voir. Le dollar australien a progressé grâce à la baisse du DXY. Et au statu quo, le marché s'est a de nouveau été, comment dire, déçu par la décision de la RBA. Je pense que c'est qu'une question de mois pour que la RBA remonte ses taux. On a un marché de l'immobilier qui commence à aller de mieux en mieux et c'est les points faibles de l'Australie. Donc voilà. Potentiellement, je pense que d'ici la fin de l'année, nous devrions, septembre-octobre, quelque chose comme cela, on pourrait avoir une hausse des taux de la RBA. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'AUD-USD. Concrètement, l'AUD est plutôt faible ce matin, donc c'est pas une devise qu'on va essayer d'acheter. Si on regarde l'AUD-NZD, alors bonjour à vous Pascal. Bonjour Pascal. J'espère que vous allez bien. Donc l'AUD-NZD progresse, ça veut dire que même le NZD, il sous-performe l'AUD. Et l'AUD sous-performe le dollar. Donc ça veut dire que l'AUD et le NZD, on l'oublie pour les stratégies à l'achat en intraday. L'USD CAD. Alors l'USD CAD, voilà, concrètement, c'est une consolidation. Je pense, j'en ai parlé avec un auditeur que l'USD CAD pourrait revenir à un 25,50. Ça me semble probable, surtout qu'on a déjà une divergence haussière. Regardez, on a des points bas de plus en plus bas sur le prix et des points bas de plus en plus hauts sur le RSI. Donc là, on a une divergence. Je vous l'accorde, elle n'est pas encore validée parce que le RSI n'a pas cassé 50.
Donc dès qu'on aura une cassure, dès qu'on aura une divergence suivie par une cassure de 50, alors, eh bien écoutez, la divergence pourra être validée. Mais en attendant, on n'a aucune divergence valide. C'est une divergence en cours de formation. Donc voilà pour ce qui est de l'USDK, honnêtement 1,2550 ça me semble un peu le minimum. Donc est-ce que c'est un signal pour dire que le DXY va rebondir? Eh bien écoutez, pour le moment c'est encore trop tôt parce qu'on a que sur l'USDK où on a une divergence. Sur le DXY si on regarde, DXY ça peut être intéressant. Alors on va regarder un petit peu précisément. Donc là le RSI vous voyez il est à 25,21 et ici il est à 22,94. Donc vous êtes d'accord, on a des points bas de plus en plus hauts sur le RSI et des points bas de plus en plus bas sur le DXY. Donc, ce qui veut dire que les prix divergent, on a un signal qui diverge entre le DXY et l'indicateur, et donc c'est une divergence. Voilà, faut pas chercher une divergence, c'est tout simplement deux indications qui divergent. Voilà, donc là on a un début de divergence haussière sur le DXY, qui n'est pas validé, attention, mais voilà, c'est en cours de formation, donc potentiellement, voilà, ralentir la pression vendeuse sur le DXY pour les prochaines séances. Loyal Glaive, bonjour Vincent, alors non c'est Valentin mais c'est pas grave, j'espère que tu vas bien, merci, bah écoutez je vais très bien, j'espère que vous aussi, le GBP Yen, très bien, je vais venir sur le GBP Yen, Pascal ça va merci, et vous pouvez me dire un petit mot sur le cuivre, très bien, cuivre et GBP Yen, c'est noté. Donc voilà, DXY, en bref, faisons attention un petit peu à ne pas trop s'emballer. On a un début de formation de la divergence, donc je ne dis pas de payer le DXY. Par contre, en cas de cassure de 50, ça me semble peu probable. Mais bon, le DXY pourrait rebondir à 50 et donc le DXY, enfin le RSI pardon, pourrait rebondir jusqu'à 50 et donc le DXY il pourrait rebondir au moins jusqu'à 94 et l'eurodoll s'enfoncer sous les 1,18. L'eurodoll, la UDUSD, le NZDUSD, etc., etc. Donc voilà, je pense que le DXY, voilà, le dollar faut pas y toucher aujourd'hui, faut pas y toucher les prochaines séances, tant qu'on n'a pas de signaux clairs, parce qu'on a un début, comme vous pouvez le voir, de rebond du momentum sur le DXY. Donc voilà, ne nous emballons pas à shorter trop, à court terme, hein, je dis bien, le DXY. Donc voilà, l'USDK, je pense qu'il peut rebondir jusqu'à 1,2550 au moins. L'USD Yen, alors lequel superforme, bon, on a un doji. On a quand même à moyen terme une tendance qui est plutôt baissière, qui va à l'encontre du dollar US, et donc c'est le dollar US qu'on privilégie à la vente. Maintenant, bon, je vous l'ai dit, vu la position du DXY, on va faire attention, et la position du USD Yen sur un niveau de support important, les 110. Voilà. Maintenant, ça me semble un peu inévitable que l'USD Yen vienne toucher cette oblique baissière. Donc pour ceux qui sont à la vente sur l'USD Yen, écoutez, voilà, pourquoi pas attendre avant de clôturer et viser les 109,50. Voilà, environ 109,50. NZD USD, voilà, NZD USD ça consolide. Pour vraiment une stratégie à l'achat, on va patienter. Qu'est-ce que nous avons d'autre? GBP USD, le GBP mince. GBP USD, vous voyez, progresse soutenu par la baisse du dollar US et par une remontée de la livre, hein, bien évidemment. Donc on a un momentum haussier qui est matérialisé sur le RSI, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va marquer 50. Voilà, vous voyez, on a vraiment un momentum haussier. On a un momentum qui est en progression, donc ça c'est bénéfique. Le GBP USD il devrait venir chez les 1,33 dans les prochaines séances. L'euro GBP, alors lequel superforme? À mon avis c'est la livre, voilà. Donc l'euro qui prenait le dessus hier, aujourd'hui la livre retrace l'entière progression de l'euro hier. Bref, donc la livre c'est une devise qui se paye en intraday. L'euro GBP objectif court terme 0,8934 et sinon ça sera, alors pour les traders en intraday, hein, 0,8920. Donc il y a 24 pips à aller chercher en intraday sur l'euro GBP. Voilà donc pour ce qui est de l'euro GBP. Tac. Donc attention, on a tout de même le PIB de la zone euro qui sera publié à 11h. Donc en fonction du PIB, bon, vous savez si c'est en dessous de 2,1%, ce sera négatif pour la zone euro et donc
l'euro devrait s'enfoncer aujourd'hui. Et dans le cas contraire, si c'est à 2,1 ou supérieur, eh bien le PIB, l'euro pardon, se verra apprécier. Donc donc voilà pour ce qui est de l'euro. La livre, elle progresse. La UD, le NZD, le CAD retrace. Le franc suisse. Alors comment se comporte le franc suisse? L'USD-CHF, donc franc suisse, bah écoutez, il semble être neutre. Il semble globalement être neutre. On va regarder par rapport à l'euro ou même le SXY, le franc suisse face à un panier de devises majeures. Vous voyez, le franc suisse il rebondit légèrement. Donc voilà, les stratégies de vente du CHF, attention, pour de l'intraday, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. En swing, écoutez, on a toujours rien n'a changé depuis hier, hein. On a toujours un franc suisse qui est globalement surévalué d'après les experts, et donc ça devrait peser sur ça devrait peser sur le franc suisse. La spéculation devrait augmenter sur une baisse, et donc voilà, à terme, je pense à moyen terme, le franc suisse a encore une marge de baisse. Euh, donc voilà, Euro CHF, on va voir un petit peu comment il se comporte. L'Euro CHF, il trouve une résistance à 1,1450. Vous voyez, 1,1450. Je pense qu'il viendra chez les 1,15 de toute façon, hein, sur du moyen terme. Mais voilà, en intraday, ce qui est important de noter, c'est que le franc suisse semble trouver semble retracer tout simplement, semble rebondir pardon. Et donc tous les paires en franc suisse, elles retracent. Alors maintenant, on va chercher des paires croisées, étant donné que le dollar US, je trouve cette devise un petit peu risquée pour aujourd'hui et les séances à venir. Donc, voilà, cherchons un petit peu des, euh, des, des stratégies, pardon, sur des paires croisées qui sont où on met tout simplement le dollar US à la trappe. Donc GBP Yen, pour répondre à votre question, écoutez, il est plutôt neutre. On a un Yen qui progresse, on a un GBP qui progresse. Donc c'est pas forcément une paire de vis qui va être intéressante en termes de tendance. En range trading, écoutez, le GBP Yen se situe entre 145 et globalement la moyenne mobile à 20 jours. Donc à la rigueur, vous pouvez pourquoi pas euh, acheter et vendre ces deux niveaux. Voilà, maintenant, GBP, ça semble être une devise qui s'achète en intraday, tout comme le Yen. Face AUD, NZD ou le CAD. Alors, on va regarder un petit peu laquelle est la plus faible. Donc déjà, on va faire l'euro UD. L'euro UD, c'est l'euro qui semble être le plus faible. L'euro NZD, l'euro NZD, c'est un doji, donc le NZD qui est égal à l'AUD, ou à l'euro, pardon. Donc l'euro, on va le mettre de côté étant donné qu'on a le PIB, ça semble être plus sûr. Et donc, on va comparer le NZD avec le CAD. NZD4, c'est baissier, ça veut dire que le NZD sous-performe. Voilà, le NZD sous-performe, on va quand même le comparer à l'USD. Voilà, le NZD sous-performe face au CAD, face à l'USD, face à l'AUD. Vous voyez, NZD, AUD, voilà. Face, donc NZD, on peut faire NZD Yen. Voilà, NZD Yen, globalement, ça va être baissier en intraday, direction les, alors, 82,47. Bon, ça vaut pas trop le coup parce qu'on est assez proche. 82,47, voire 82,14. Mais je pense que le mieux, ça va être le GBP NZD. Attends, on va regarder sur le GBP Yen un petit peu ce que le graphique nous dit sur du daily. Donc, GBP Yen, c'est un doji, c'est-à-dire que on a autant de momentum sur le GBP que le Yen. Donc concrètement, acheter le GBP ou le Yen en intraday, ça revient à la même chose. Donc que ce soit le NZD Yen ou le GBP NZD, concrètement, on va avoir le même momentum. Donc GBP NZD, il semble qu'on atteigne un niveau de résistance. Attention donc aux prises de bénéfices 1,7751. Néanmoins, je pense que le GBP peut continuer à progresser, mais voilà, je pense en intraday. Alors voilà, en intraday, on peut viser les 1,7651. Il y a 30 pips à aller chercher. Ça me semble être une zone quand même en intraday assez forte, hein. Ça coïncide avec la moyenne mobile à 20 jours, ça coïncide avec un RSI à 50. Vous voyez, on est juste en dessous. Le RSI devrait le tester, et donc on a une zone de rebond, de neutralité. Donc soit de retournement, soit de cassure. Donc voilà, on a une zone où le RSI pourrait être rejeté. Voilà, donc honnêtement, 1,6750, 1,7651, c'est l'objectif du JBP NZD en intraday.
Voilà, pour les stratégies acheteuses, il faudra viser ce niveau de prix. Et pour le NZD Yen, voilà, NZD Yen, bon, on va regarder quand même. NZD Yen, bon, 82,47, il y a 13 pips à aller chercher, c'est pas beaucoup. Mais écoutez, je préfère vous donner 13 pips que, que un scénario où j'ai un petit peu moins de conviction. À la rigueur, alors, à la rigueur pour les plus ambitieux, ce sera les 82,13 qui pourront être visés. Mais voilà, ça va être 93, je pense, ça va être pour du swing très court terme, c'est-à-dire quelques séances. Voilà, parce que moi je reste globalement haussier hein, sur le NZD Yen à moyen terme, tout simplement parce que le NZD c'est une devise qui superforme, la spéculation devrait repartir quand à une hausse des taux de la RBNZ. Donc voilà, d'ici les prochaines semaines, le NZD repartira. En tout cas, c'est mon opinion. Mais voilà, à court terme, il peut continuer vous voyez, à consolider et revenir sur les 82,13. Voilà, donc pour les plus ambitieux, ce sera ce scénario à viser. Désolé de frappe de la part de L'Oréal, écoutez, il y a aucun souci L'Oréal pour cela. Voilà, donc deux stratégies, stratégie d'achat GBP NZD, stratégie vente NZD Yen. Si ça vous embête un petit peu de shorter le NZD, euh, vous pouvez shorter l'AUD. Voilà, l'AUD, regardez comme il a retracé depuis le statu quo qui a été donné cette nuit, alors qu'il progressait, on a eu vraiment un retracement. Donc, voilà, l'AUD, vous le remplacez par le NZD, et donc vous allez avoir le GBPUD. GBPUD, vous pouvez viser le précédent plus haut. Alors, honnêtement, hein, c'est des stratégies aussi de vente de l'AUD et de NZD de court terme, hein, parce que franchement, honnêtement, c'est des devises qui, depuis le début de l'année, depuis les 3 derniers mois, eh bien, c'est des devises qui superforment le forex avec l'euro. Donc, c'est assez risqué de vendre une tendance haussière, comme vous le savez. Voilà, donc si vous avez des stratégies vendeuses sur l'AUD et le NZD, en intraday, soyez conscient de cela, soyez prudent, ne vous exposez pas trop longtemps à la vente sur ces devises. C'est un simple conseil. Voilà. Donc, GBPUD, si vous voulez une stratégie d'achat, ça sera jusqu'à 1,6537 en intraday. Ou alors vous aurez l'AUD Yen. Voilà, l'AUD Yen, alors on va se mettre en daily. Voilà, l'AUD Yen, ce sera 87,79. Donc il y a, alors si je calcule bien, une cinquantaine de pips à aller chercher sur le AUD Yen. Stratégie de vente. Voilà, par contre, à moyen terme, comme vous le savez, je reste bien évidemment haussier sur cette paire de devises, sur l'AUD, sur le NZD, sur l'euro. Voilà. Voilà, écoutez, pour les paires croisées, donc on oublie un petit peu l'USD en intraday, étant donné qu'il est sur un niveau de support important. L'euro pourrait donc, vous savez, hein, l'euro et le dollar sont parfaitement corrélés négativement. C'est-à-dire que si on a un intraday, on a un rebond du DXY, l'euro se verra affecté. Voilà, donc c'est pour ça que l'euro, je le mets un petit peu de côté avec le dollar US, et je préfère me focaliser sur des paires croisées. Maintenant, pour ce qui est des marchés des actions, alors le CAC, on semble ouvrir à la hausse. Vous voyez que la résistance à 5144, le bas du cap qui avait été donné hier, eh bien, a plutôt joué un rôle important, en tout cas a plutôt fonctionné. Vous voyez, on a une petite excursion, mais de quelques minutes. On n'a même pas une clôture horaire au-dessus de ces niveaux de prix. Donc ça montre bien que 5144, eh bien, c'est un niveau de prix de vente à court terme. Donc voilà. Donc on va plutôt essayer de shorter ce niveau de prix si on a un retour à 5144. Maintenant 5122, écoutez, c'est un niveau de résistance important, c'est une clôture mensuelle. Qui dit clôture mensuelle, qui dit fort niveau d'acheteur ou de vendeur. En l'occurrence, étant donné qu'on est en dessous, ça sera un fort niveau de vendeur, donc on aura une pression vendeuse sous ce niveau de prix. À noter également que le RSI journalier donne comme un assez bon, le RSI horaire donne un assez bon signal d'achat ou de vente sur le CAC, sur du moyen terme. Regardez ici, cassure de 50, cassure, bref, on a quand même quelques signaux à pouvoir dégager grâce à cet indicateur de momentum.
Voilà, donc je pense en intraday 5122, si vous êtes à l'achat, ça sera une zone de prise de bénéfice. Si on a un retour à 5144, je pense que les stratégies de vente pourraient être engagées en intraday pour viser les 5100. Dès qu'on aura une question de 5100, l'objectif vendeur sera les 5000. Moi, je reste baissier jusqu'à 5000 points sur du moyen terme. Je pense que les indices européens n'ont pas fini leur retracement et qu'à 5000, ça vaudra le coup de payer parce que c'est un seuil psychologique important, c'est un chiffre rond. Les 5000 du CAC correspondent aux 12 000 du DAX, correspondent aux 3000 CAC de Eurostoxx. Et concrètement, si on ne paye pas les 5000, ou les 12 000, ou les 3004, eh bien, nous ne paierons jamais les indices européens. Voilà. Donc, moi, j'attends un retour à 5000. 5000, je me poserai beaucoup de questions si je passerai à l'achat ou non, si le contexte, bien évidemment, économique est bon en zone euro. Bien évidemment, si on a une petite crise au sein de l'UE, eh bien, non, on ne payera pas les 5000 points. Mais d'un point de vue purement technique, si on ne paye pas à ce niveau psychologique, nous ne paierons jamais le CAC. Voilà. Donc, personnellement, j'attends le retour à 5000. Je suis assez, je dirais, impatient qu'ils reviennent sur ce niveau de prix. À moyen terme, le CAC reste inscrit dans son canal et donc une stratégie de vente de swing serait valable lorsque l'indice parisien retournera en haut du canal. Dès qu'il reviendra en haut, ça sera une stratégie de vente qu'il faudra adopter. Le DAX continue sa deuxième impulsion baissière, direction les 12 000 points. Vous voyez, petit à petit, le DAX revient sur ce seuil psychologique, sur cet objectif des vagues d'Elliott. Et voilà, une fois qu'il arrivera sur 12 000, comme je vous l'ai dit, les stratégies d'achat pourront être abordées en swing trading et pourquoi pas viser les 12 313. Alors si on part du principe qu'on aura au moins 38% de retracement de Fibonacci de cette tendance baissière, et bien concrètement, vous voyez, c'est 12 313 qui est un niveau de clôture mensuel correspond également au 38,2 de retracement de Fibonacci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le cours est acheté à 12 000, il revient à 12 323 et là on aura un fort niveau de vente. De nouveau un fort niveau de vente. Voilà. Donc je vous l'accorde, c'est encore beaucoup trop tôt pour être vraiment. Alors vous voyez, c'est même pas 12 313, pardon, c'est 50%. C'est 50% qui sont à ce niveau de prix-là. Donc je vous l'accorde, c'est encore beaucoup trop tôt pour vous dire qu'il faudra vendre à 12 313, étant donné qu'on n'a même pas fait on n'a même pas fini la deuxième vague d'impulsion. Mais voilà, ce sera important de détecter les niveaux de prix où le DAX pourra repartir à la baisse. L'Eurostoxx plus 0,07%, donc on voit bien, vous voyez le CAC qui retrace 0,013, le DAX moins 0,020. Donc voilà, on a tout simplement des valeurs technologiques qui, jusqu'à aujourd'hui, continuaient, comment dire, à limiter la casse sur les indices européens. Mais depuis jeudi, depuis l'application des résultats d'Amazon, on a une inversion valeur technologique et le CAC, le DAX retrace toutes les séances. Voilà, donc l'Eurostoxx, ça devrait être la même chose, le même scénario, pullback, on est à 3450. Comme je vous l'ai dit hier, un retour à 3500 serait une bonne opportunité pour vendre l'Eurostoxx et viser les 3400. Voilà, donc dès que, si par chance l'Eurostoxx revient à 3500 points, écoutez, je pense que ça sera une bonne opportunité de vente. On passe au gold. Le gold, écoutez, il semble se stabiliser autour des 1268 dollars, pardon. Néanmoins, il a clôturé au-dessus hier. Donc c'est plutôt positif. Bon, le momentum est neutre, comme vous pouvez le voir, avec les doji et le RSI qui est à plat. Donc pour le moment, pas de momentum sur le gold. Néanmoins, on garde tout de même notre scénario haussier. Le premier objectif c'était 1250, deuxième 1268. Je pense que le gold pourrait venir encore plus haut, jusqu'à 1292. Statistiquement, le gold a tendance à progresser de août à octobre. Et le VIX également. Donc voilà, le VIX pourrait, si le VIX rebondit, à savoir qu'il est historiquement bas, il a marqué ses plus bas récemment, ses plus bas de son histoire depuis plus de 30 ans. Donc le VIX, s'il rebondit, ça sera négatif pour Wall Street et donc pour les indices européens également, enfin pour tout le marché des actions, parce qu'aujourd'hui c'est que Wall Street qui tire les marchés, qui limite la casse.
Donc si on a un Wall Street qui est à la baisse, on aura tout le marché des actions qui sera baissier. Et donc le marché, il continuera, comment dire, augmentera sa diversification en achetant de longues or. Voilà. Donc statistiquement, il y a une probabilité quand même un peu plus élevée que la normale pour que le gold progresse. Voilà. Donc moi je reste aussi jusqu'à 1292. C'est le scénario. La poursuite du scénario aussi. Le pétrole, 50,30 $. Alors attention, comme je l'ai dit hier, on est dans une zone où globalement le cours a tendance à être rejeté. On peut même tracer une ligne tendance. Regardez. Alors, on vient chercher le point haut ici. Alors, non, pas celle-ci, pardon. Alors, je ne sais plus où je l'ai vu. Peut-être en weekly. Ah non, ça ne doit pas être en weekly. Alors, je ne sais plus où j'ai vu cette ligne de tendance. Mais en tout cas, attention parce que nous arrivons près d'une zone où il y a une probabilité que le pétrole soit rejeté. Et à noter également qu'on a un plafond de verre à 52 $. C'est-à-dire c'est un niveau de résistance qui n'est pas vraiment un seuil psychologique, mais qui est plutôt un niveau de résistance technique. Regardez un petit peu 51,50. On va tracer une droite pardon, horizontale. Et si on regarde ici, résistance, 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 support, résistance. Donc attention, 51,50. Voilà, à surligner sur votre graphique. Personnellement, si vous avez des stratégies haussières, pour moi, le maximum à aller chercher, hein, c'est 51,50, 52 grand maximum. Voilà. Après, honnêtement, faudrait beaucoup plus parce qu'honnêtement, on n'a pas vraiment d'argument qui justifie cette hausse. On a seulement des déstockages du pétrole. Mais à la rigueur, on en avait déjà vu depuis le début de l'année des déstockages, peut-être pas aussi importants, mais il y en avait. Et pourtant, on avait, même lorsqu'il y avait des stockages, on avait des baisses du cours du pétrole. Donc là, il n'y a pas vraiment d'argument, on va dire, qui soutient autant cette hausse. Depuis le début du mois de juillet, en un mois. Alors, en un mois, le pétrole, il a quand même progressé de 8,66%, ce qui est quand même relativement important. Le bon point de cette hausse, c'est que ça devrait globalement un petit peu jouer sur l'inflation des pays les inflations qui seront publiées au mois d'août pour le mois de juillet. Donc voilà, les inflations qui seront publiées ce mois-ci, euh, eh bien, pourraient être publiées à la hausse. Ça, c'est à garder un petit peu en tête pour améliorer, comment dire, pour la spéculation, tout simplement. Il y a plus de probabilité en tout cas qu'il soit publié, qu'il soit revu à la hausse, plutôt qu'à la baisse, étant donné que le pétrole a progressé quand même de 8%. Donc voilà, le pétrole, honnêtement, stratégie haussière, maximum jusqu'à 51,50. Moi, je ne suis pas haussier, j'ai raté le train, honnêtement, et je ne crois pas en cette hausse. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du pétrole. Tant que le nombre de forages aux États-Unis ne se stabilisera pas ou ne diminuera pas, eh bien, pour moi, il n'y a aucun facteur qui justifie une hausse durable. Voilà donc pour ce qui est de ce pétrole. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. On regarde un petit peu du côté du sentiment. Qu'est-ce que j'ai à changer? Alors oui, on a Wall Street. Attention, regardez un petit peu Wall Street, comment il est vendu. C'est de pire en pire chaque semaine. Wall Street, donc qui est le Dow Jones chez IG. Wall Street qui a seulement, alors, 8% de traders à l'achat. C'est 46% de moins que la semaine dernière. Donc en une semaine, le nombre de traders acheteurs a quasiment été divisé par deux. Donc voilà, ce qui soutient l'analyse haussière sur Wall Street. Alors oui, on n'a pas fait Wall Street, excusez-moi. Donc on va continuer avec ce sentiment, mais après on passe à Wall Street qui est très important. Donc Wall Street, le S&P pareil, on a des nombres de positions qui diminuent. Regardez un petit peu ce graphique. Ici c'est une nombre en vert foncé, c'est une nombre de positions à l'achat qui ont diminué. Si c'est en dessous de 0, et si c'est au-dessus, c'est les nombres de positions acheteuses qui ont augmenté. Donc là on a les nombres de positions acheteuses qui ont diminué sur Wall Street, sur le pétrole, sur le GBP USD, sur le FTSE. Euh,
sur l'USD CHF. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc c'est surtout Wall Street qu'il faut regarder sur le sentiment. C'est le signal du moment. Le NYSE qui regroupe 2700 actions, qui représente 2700 actions de Wall Street. Alors Pascal, ah oui non pardon, je n'ai pas parlé du cuivre, je vais le faire juste après le NYSE. Merci de m'avoir rappelé. Donc le NYSE qui est 2700 actions américaines, qui est la plus grande plateforme d'échange, donc qui donne vraiment un environnement, c'est même plus large que le S&P 500. Voilà, c'est vraiment le NYSE qui est baissier, c'est tout Wall Street qui est baissier. Voilà, donc le NYSE, il est haussier. Vous voyez, la tendance est clairement haussière. Depuis le début de l'année, il fait une progression de 8,24%. Donc, ce qui est vraiment une belle progression. Donc voilà, le NYSE, écoutez, regardez la clôture mensuelle. Une belle clôture mensuelle. Un beau momentum haussier. C'est magnifique. On a vraiment un beau momentum, comme ce qu'il y avait eu un petit peu au mois de février dernier. Voilà, donc ce n'est pas terminé sur Wall Street. En tout cas, ce n'est pas ce que nous indique la clôture, euh, la clôture mensuelle. Que ce soit le NYSE, le S&P qui progresse, qui casse un nouveau plus haut mensuel. Vous voyez, on avait l'ancien plus haut qui était ici, et on a cette cassure. On a 4 mois consécutifs de hausse, et sur les 9 derniers mois, on n'a qu'un mois de baisse. Le Dow Jones, voilà, 1, 2, 3, 4 mois, pareil, avec 9 mois consécutifs de hausse, à part donc mars et allez, janvier où c'était un doji. Mais voilà, globalement, on a une clôture également au-dessus du précédent plus haut mensuel. Et le Nasdaq, en revers technologique, il me semble, elle retrace. Alors non, elle progresse, mais elle reste inscrite en dessous du plus haut du mois dernier. Vous voyez, on n'a pas eu la clôture au-dessus. Bon, néanmoins, on reste quand même... le Nasdaq reste parfaitement orienté à la hausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mois consécutifs, 8 mois de hausse sur 9. Donc c'est relativement important. Et regardez le momentum du RSI, ouais, il est clairement haussier. Donc ouais, Nasdaq, c'est même si à court terme on a une aversion aux valeurs technologiques, le Nasdaq reste clairement haussier. Donc voilà, ne pas l'oublier. D'ailleurs, le Nasdaq, on va essayer de chercher des points d'achat. On va essayer de profiter de ce repli. Alors ce repli, moi j'estime que là on est quand même sur un niveau de prix intéressant, 5890. Le Nasdaq, de toute façon, dès qu'on cherche un point d'entrée parfait, nous ne l'avons jamais, étant donné qu'il repart très rapidement à la hausse. Regardez ici, on a eu quoi? On a eu 27 jours de repli, donc un petit mois de repli, et ensuite on est reparti à la hausse avec 13 ou 14 séances consécutives de hausse, il me semble. Bref, c'était juste, euh, voilà, c'était juste impressionnant cette hausse qu'il y avait eu en, en l'espace de 21 séances. On a plus que retracé le mois dernier. Enfin, la tendance baissière, pardon, d'un mois. Donc, donc voilà, le Nasdaq, ne cherchons pas un point d'entrée trop bas non plus, parce que nous ne l'aurons probablement jamais. Voilà, donc 5880, l'idéal, enfin, l'idéal à court terme, ça serait un retour à 5788, qui est un prix de clôture mensuel. Donc là, si on a un retour à 7788, honnêtement, c'est un niveau qui se paye. Hein. Voilà. Le copper, excusez-moi Pascal. Donc le copper, écoutez, il progresse avec, enfin il devrait continuer à progresser avec le PMI Kexin chinois qui a été publié à la hausse. Forcément, une indice une production industrielle qui augmente, eh bien c'est une demande en matériaux industriels qui est en progression. Donc tout ce qui est argent, l'or qui est utilisé dans les circuits imprimés, etc de plus en plus, enfin dans les circuits imprimés, dans tout ce qui est informatique, alors je suis pas un expert dedans, mais globalement on a de plus en plus d'or dans les composants électroniques il me semble. Bref, tout ce qui va être matériaux industriels, donc or, cuivre, copper, donc cuivre pardon, argent, eh bien ça va être des matériaux qui seront beaucoup plus demandés si la production industrielle, si la croissance mondiale augmente. Donc voilà, le cuivre, là on arrive sur un niveau de résistance quand même, niveau de résistance à 2,96 dollars, 92 dollars, on a 2,88, donc on a une progression de 40 cents à la rigueur,
qui est possible, qui est envisageable. Néanmoins, à moyen long terme, honnêtement, je pense que ce niveau de prix sera enfoncé et que le cuivre pourrait revenir au-dessus, revenir à 3 $. Voilà, c'est en tout cas mon scénario. Je suis bullish sur les matériaux industriels. Donc voilà, à court terme, l'objectif c'est vraiment 2,92 sur le cuivre. Niveau de prix intéressant pour passer à l'achat, eh bien écoutez, retour à 2,78, ça serait un niveau de prix intéressant. L'US dollar, donc François qui nous demande le DXY. Alors je viens sur le DXY, on commence par le DXY, on clôture ce webinaire par le DXY s'il n'y a plus de questions. Le DXY qui reste sur un niveau de support, qui s'est enfoncé, qui a fait la première étape dans sa zone de support. Attention parce que nous avons un début de divergence qui n'est pas encore validé. Donc voilà, mais voilà, peut-être alléger notre position, notre portefeuille sur nos positions vendeuses. Voilà. Les positions vendeuses sur le dollar, peut-être voilà, les limiter, les réduire. Parce qu'on arrive quand même, le RSI commence à afficher une divergence, donc il se pourrait que dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, si la divergence est validée, eh bien qu'on ait un rebond du DXY. Voilà. En tout cas, le momentum, l'indicateur momentum, nous affiche un momentum qui se retourne. Maintenant, voilà, c'est peut-être trop tôt, peut-être un faux signal, peut-être, mais en tout cas, c'est ce que l'indicateur nous indique. Donc DXY, personnellement, je suis neutre pour les prochaines séances, comme je l'étais hier. Certes, on a eu un enfoncement, mais là, on est de plus en plus proche. On est complètement dans une zone de support très importante. Par contre, bien évidemment, si le DXY casse les 92,50, bien écoutez, ce sera boule sur toutes les autres, sur toutes les paires majeures. Ce sera boule sur l'eurodoll, sur du court terme, hein, je parle. Parce que bien évidemment, je suis boule sur l'eurodoll depuis maintenant plusieurs mois, direction les 1,20, mais là je parle que sur du court terme. Hein. Donc si on casse les 92,50 sur le DXY, l'eurodoll sera boule, la UDUSD, le NZDUSD, etc., etc. Donc voilà, attention, moi je vous invite juste à faire attention à l'évolution du DXY entre 93 et 92,50. Tant qu'il est sur ce niveau de prix, il y a des probabilités de rebond qui est plus élevé que la normale. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous avez envie de ces informations-là, mais je préfère vous mettre vous que vous soyez conscient de cette information-là parce que voilà, c'est un support quand même de long terme hein, qui date depuis 2015. Donc faut pas non plus trop le négliger, faut pas tomber dans l'euphorie vendeuse du DXY. Enfin voilà, je pense que ce serait un piège de réagir trop vendeur, trop à la vente sur le DXY. En tout cas sur ce niveau de prix là. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous sur le site DailyFX pour la suite des analyses. Et sinon, rendez-vous demain, même heure, pour le prochain point de marché. Excellente journée et à demain.